tous les jours, dès 16h. Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'elle a parfois... Et elle nous raconte des histoires qu'elle est parfois la seule à comprendre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est bien vendu. C'est bien vendu. Ah oui, aujourd'hui, Clémentine, il faut dire que les messages ne sont pas forcément faciles à comprendre parce que vous nous racontez comment la reine d'Écosse, Marie Stuart, codait ses messages. Oui, Stéphane, et pour vous, je vais faire un effort. Je vais parler. Je vais parler parce que parfois, fort. même quand vous parlez d'autre chose, ça nous paraît parfois codé. Je vais parler fort et distinctement pour les vieux messieurs présents dans ce studio. Oui, sachez que dès la plus haute antiquité, quand on voulait communiquer des messages secrets, on utilisait ce que l'on appelle la stéganographie. Alors, comme le grec n'a aucun secret pour vous, Stéphane, Absolument. vous aurez reconnu le grec ancien stéganos, qui veut dire étanche, et graphé, bien sûr, graphé, l'écriture. La stéganographie, c'est littéralement l'écriture secrète, dissimulée. Hérodote raconte que l'une des méthodes employées sous l'Antiquité consistait à graver un texte sur une tablette de cire. Vous savez, c'est comme ça qu'on communiquait dans la Grèce antique et aussi à Rome. Alors, on marquait son petit message sur la tablette de cire. On la recouvrait de cire à nouveau pour dissimuler le premier message. Hérodote cite également la méthode qu'employa un certain Histier pour inciter son gendre Aristagoras à se révolter contre Darius, le roi de Perse. Comment fait-il ? Il fait venir un de ses esclaves, il lui fait raser la tête, il lui tatoue le message sur le crâne et il attend pour renvoyer le messager à son gendre que les cheveux aient repoussé. C'est génial. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Alors, plus près de nous, vous avez peut-être déjà vu, Stéphane, quand on visite les archives nationales à l'hôtel de Soubise et qu'on voit l'armoire de fer, on a conservé aux archives nationales à Paris une doublure de pourpoint qui porte les instructions secrètes de Gaspard de Coligny aux habitants de Rouen assiégés. Voilà, la doublure, et c'était absolument invisible, il suffisait de découdre et on voyait les instructions de Coligny. C'est un objet qui date de 1562. Alors, autre technique, bien sûr, de stéganographie, vous la citiez tout à l'heure, Stéphane, l'encre sympathique qu'on révèle avec du jus de citron, et plus près de nous, ce qu'on appelle la technique du micropoint de Zapp, utilisée pendant la guerre par les Allemands. Cela consiste à réduire une page à un point. Bon. Et comment ça marche, ça ? Eh ben, vous prenez une image, un microfilm, une photo, vous la réduisez au maximum, elle ne représente plus qu'un point, un point sur un i, par exemple, mais c'est un message secret. Vous savez que Joséphine Baker dissimulait des messages secrets dans les partitions, c'était sans doute, je suppose, quoique n'ayant pas vérifié, je vous le concède, la technique du micropoint de Zapp. Bon. Mais ça, il y a une très tragique histoire, non pas de stéganographie, mais cette fois de cryptographie, c'est celle de Marie Stuart, que Stéphane, bien sûr, connaît par cœur. On est encore avec ce mot dans le grec ancien, cryptos, caché, et graphé, écriture. Donc il ne s'agit pas de cacher le message lui-même, mais de rendre ce message inintelligible pour d'autres que soi. Il y a un code à déchiffrer, si vous ne le connaissez pas, eh ben, c'est râpé. Alors c'est l'histoire d'Enigma pendant la dernière guerre, naturellement. Fin 1585, Marie Stuart est retenue prisonnière depuis déjà 17 ans dans divers manoirs anglais par sa cousine, la reine Élisabeth Ier, quand elle est transférée au château de Chartley. Élisabeth Ier se méfie au plus haut point de sa captive, elle sait que certains de ses sujets sont prêt à tout pour la faire évader et l'installer sur le trône, qu'évidemment la France et l'Espagne catholique verraient d'un très bon œil qu'une reine catholique revienne sur le trône d'Angleterre plutôt qu'une protestante. Donc évidemment, plus que jamais, il faut se méfier de Marie Stuart, elle doit être surveillée de près. Et donc, Chartley Hall, où on l'a envoyée, tenue prisonnière, et donc mise sous étroite surveillance. Marie est privée de tout contact avec l'extérieur et rien qui n'entre ou sort n'est pas fouillé soigneusement. Donc pour pouvoir communiquer avec ses partisans, elle va apprendre à utiliser la cryptographie et utiliser un code. Et le danger de la cryptographie, c'est que quand vous pensez utiliser un code que personne ne peut comprendre, ben évidemment vous écrivez absolument le fond de votre pensée. Et c'est ce qu'elle va faire en échangeant de nombreuses
transmissive avec Sir Anthony Babington, le jeune aristocrate catholique qui a pris la tête de la conspiration visant à la délivrer. Il y a un homme, vous vous souvenez de son nom, ça, dans tous les opus de Mary Stuart, vous savez, le nom de celui qui fait office de facteur à Chartley Hall, vous connaissez ça bien sûr par cœur, Stéphane, il s'appelle Guy Ford. C'est lui qui donne les messages aux brasseurs qui livrent la bière au château. Et les messages sont emballés dans une poche de cuir et cachés dans la bonde creuse de l'un des tonneaux. Ils sont récupérés par un valet de Mary Stuart et les réponses de Mary Stuart parviennent à Babington par le même processus, par ces barriques de bière. Par malheur pour les conjurés, ce Guy Ford est en réalité un agent double au service de Sir Francis Walsingham, premier secrétaire de la reine Elisabeth. Et si Mary Stuart a été transférée au château de Chartley, c'est justement parce que ce Guy Ford est originaire des environs, il connaît tout le monde, et donc tous les messages qu'il confie aux brasseurs sont d'abord présentés à Walsingham. Et Walsingham, il est celui qui a créé à Londres une école du chiffre, parce que ça se pratique beaucoup déjà à l'époque, et il s'est offert les services du meilleur cryptanalyste d'Europe, un nommé Philippes. Et pour lui, décoder le chiffre utilisé par Mary Stuart et Babington ne va être qu'une simple formalité, c'est un code très simple, donc lui, il arrive à faire ça en 2 temps 3 mouvements. Donc le 17 juillet 1586, dans une lettre très très mal cryptée, Marie approuve le meurtre de sa cousine et donne des conseils aux conspirateurs. Elle vient de signer son arrêt de mort. Le 15 août, Babington et ses 6 complices sont arrêtés. Leur exécution, le 20 septembre 1586, atteindra un sommet dans l'horreur. Quant à Mary Stuart, elle est déclarée suspecte dans ce complot. Elle est exécutée 6 mois plus tard, le 8 février 1587, au château de Fotheringhay. Ben, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que si elle avait écrit sans coder son message, jamais elle n'aurait été aussi explicite. Elle aurait dit un truc en disant « oui, je ne désapprouve pas ce projet qui me semble intéressant ». Moi, je ne sais pas ce qu'elle aurait utilisé comme formule, mais pas « allez-y, vous pouvez estourbir la reine ». Hein. C'était quoi le code ? Alors, quel était le code ? C'est un code dans lequel on remplace une lettre par un signe, et évidemment... C'était très simple. Voilà, ou par un chiffre. Mais ça, on ne le sait pas. Ah ben si, aussi le code, bien sûr, je crois qu'on sait tout à fait comment il fonctionnait. Ça semblait être un code assez simple. Hein. Mais aujourd'hui, il existe des techniques de stéganographie et de cryptographie hyper sophistiquées. On peut cacher des messages dans des sons, on peut cacher des messages dans des images. C'est ce que vous faites là, parce que chaque fois que vous bougez, vous grincez. Moi, je grince. Oui, on entend. Vous entendez ? On entend c'est ça le petit couinement. Et je pense que vous envoyez des messages codés. À l'insu de mon plein gré, alors. Hein. En tout cas, je ne sais pas si c'est Clémentine. J'ai l'impression que je ne sais pas, que c'est un oiseau en dehors du studio. Oui, un grincement, vous avez raison. Ce qui se passe, vous l'entendez ? Ça pourrait être du morse, ça pourrait être... C'est étrange, oui, c'est un truc qui... On essaye de communiquer avec nous. En tout cas, la stéganographie contemporaine, ça, c'est un truc pour David Castello-Lopez. Moi, je me suis renseigné, je n'y comprends rien. Voilà. Merci Clémentine. En tout cas, cette pauvre et infortunée reine Marie Stuart qui aurait dû se méfier de son code. La pauvrine.